moi je vais parler de la santé, mais de la santé en lien avec le travail. Et en quoi le travail peut être générateur de santé, comme il peut aussi attaquer cette santé quand les conditions de travail sont délétères. Et donc, pour moi, c'était important de vous parler de ce qui va avec l'impact de l'environnement et de l'organisation du travail sur la santé, c'est-à-dire les risques psychosociaux dont je pense vous avez tous entendu parler, puisque c'est depuis allez, une vingtaine d'années, on en parle. Et, mais peut-être que ce que cette notion recouvre n'est pas forcément très clair. Et c'est pourquoi je vais donc essayer de vous présenter ces risques psychosociaux, vous les définir, et je vais essayer, alors, c'est comme ça que ça marche. Voilà, d'abord, je vous présenterai donc les risques psychosociaux. Ensuite, les conséquences de ces risques psychosociaux, avant d'aborder les conséquences sur la santé, les conséquences sur le travail aussi. Et ça, c'est important parce que intuitivement, vous pourrez le percevoir quand, si jamais vous rencontrez des situations telles que celles génératrice de risques psychosocial et aussi donc les conséquences sur la santé. Et puis on verra pour terminer les mesures de prévention, comment on peut essayer d'améliorer ces situations, améliorer l'organisation du travail, puisque c'est essentiellement de l'organisation du travail dont il va être question ici. Alors, pour entrer donc dans le vif du sujet, le risque psychosocial, c'est un risque un peu particulier et qui est à l'interface entre l'individu qui est au travail, avec toute sa variabilité, et puis l'environnement de travail qui est là employé au sens large, c'est-à-dire ça recouvre les relations de travail, le collectif de travail, et je reviendrai là-dessus, ce qu'on appelle un collectif de travail, et puis le contexte socio-économique, parce que le contexte d'emploi, c'est pas déconnecté des conditions de travail. Et dans la recherche, on pourrait en parler aussi, les contrats très courts, c'est aussi ça peut être un risque ça peut faire partie du risque psychosocial. Et puis, une grosse partie qui est génératrice de risque psychosocial, c'est l'organisation du travail. Et donc, je reviendrai là-dessus. Et donc, vous voyez que les RPS, ça se construit à, à l'interface de tous ces entités, et c'est directement en lien avec le travail. Donc, en fait, je vais parler des RPS, mais vous verrez que je vais parler surtout du travail. Alors, peut-être oui, je me suis pas présentée complètement. Effectivement, je suis médecin du travail et je suis médecin coordonnateur national des médecins du travail de l'INSERM. Et j'ai aussi une casquette psychodynamique du travail et ergonomie de l'activité. Donc, c'est pourquoi je vous présente ce risque psychosocial, parce que j'ai repris la relève du chargé de mission risque psychosocial qui est parti, mais qui va être remplacé. Et voilà. Donc, diapositive suivante, c'est pour vous situer un peu le contexte du travail. On a une organisation, je vous ai parlé de l'organisation du travail, qui va prescrire une tâche à réaliser. En fait, ça, c'est le travail prescrit. Une organisation va édicter des process de travail. Et puis, de l'autre côté, il y a l'objectif à réaliser qui est le résultat du travail que l'on va faire. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le travail réel. Et la différence entre le travail prescrit et le travail réel, c'est ce que je vous ai mis au milieu, c'est-à-dire c'est l'individu et la boîte noire du travail. C'est-à-dire que le travail, en fait, il est fait par l'individu, il n'est pas donné. Le travail ne se voit pas. Le travail, il est construit au fur et à mesure qu'on est confronté à la réalité de l'activité par l'individu qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est éminemment variable, puisque il y met dans le travail sa subjectivité, il y met son histoire, il y met ses affects, il y met son comportement du moment. Donc, on voit bien toute cette variabilité qui peut avoir un impact sur le travail. Et autre chose, l'individu au travail ne va pas travailler seul. Il travaille en général
en collectif, il a besoin des autres pour obtenir des informations sur le travail à réaliser, il a besoin de communiquer, il a besoin d'entrer en relation avec les autres et puis aussi, il a besoin d'un management, c'est-à-dire que la hiérarchie lui prescrive des ordres, enfin des ordres entre guillemets, mais en tout cas une conduite afin qu'il puisse se repérer et lui va pouvoir mettre ça en musique et pouvoir répondre à la demande qui est donc de réaliser une tâche précise et de la réaliser pas n'importe comment, de la réaliser conformément à ses règles de métier, conformément à ce qu'il juge être un travail de qualité et un travail bien exécuté. Et alors, il va pouvoir, ce travail qu'il va réaliser va prendre tout son sens et il va pouvoir être utile. Ce sont deux facteurs essentiels à, à la santé, c'est que pouvoir faire un travail qui est utile, donc avoir une position dans, dans le process de travail et faire un travail qui a du sens. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez, travail prescrit, travail réel, la différence, c'est l'aménagement que va pouvoir faire l'individu au travail. Et parce que si j'aurais pu faire une flèche directe de l'organisation du travail qui prescrit une tâche vers le résultat, si je faisais une flèche directe, c'est-à-dire en chantant complètement l'individu, alors on aurait ce qu'on appelle la grève du zèle, c'est-à-dire que euh, les travailleurs vont exécuter à la lettre la prescription et au final, ça ne marche pas. Parce que le travail, c'est jamais ce que l'on croit que c'est. Il y a toujours des obstacles au réel, du réel, qui fait que ça ne se déroule jamais de la même façon. Et c'est ça tout l'intérêt du travail. C'est une vraie création, le travail, en fait. Alors, hop. Donc, ce risque psychosocial, il est difficile à cerner parce que il a deux caractéristiques essentielles et je vous l'ai un peu dit, c'est qu'il est invisible. En fait, c'est un risque qui est difficilement appréhendable. C'est pas un risque physique pour lequel radioactif par exemple ou chimique pour lequel on a vraiment un objet là qui est là, donc qu'on le voit, on peut observer ses conséquences. Là, c'est quelque chose qui en fait est très subjectif aussi, mais vous verrez que c'est pas si subjectif que ça, mais en tout cas, il apparaît comme ça et comme je vous le disais tout à l'heure, il est directement en lien avec le travail qui est invisible. Ce que l'on voit, ce n'est pas le travail, c'est le résultat du travail. Ce qu'on apprécie, ce qu'on évalue, en fait, toutes les évaluations portent sur le résultat du travail et pas sur le travail en lui-même. Et en fait, le travail ne va pouvoir être vu que quand il n'est pas fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand même. Et le deuxième caractéristique essentielle, c'est que c'est multifactoriel. C'est-à-dire que je vous l'ai dit au départ, ça touche à l'organisation, ça touche au social, ça touche aussi à l'individu, et que les troubles que ces désordres de travail vont susciter ne sont absolument pas spécifiques de quoi que ce soit. Donc, pouvoir faire un lien direct entre un trouble présenté par un, un, un agent et les conditions de travail, c'est parfois très, très compliqué quand il n'y a qu'une seule personne qui, qui réagit à une situation de travail dégradée. Mais en général, quand les situations de travail sont dégradées, l'impact sur les personnes sont, enfin, il y a un impact sur toutes les personnes, sauf que les gens vont réagir en fonction de leur propre histoire, de leur propre zone de fragilité. Et donc, si on recherche les troubles, on les trouve. Hein. Mais c'est pas si simple que ça. Alors, ce risque psychosocial, il est apparu, donc, comme je vous ai dit, il y a une vingtaine d'années, et
notamment, il y a un certain nombre de suicides qui ont eu lieu, donc vous en avez sans doute entendu parler, chez Renault, à la Technopole de Renault, ou à Orange, France Télécom, et il y a eu une vague de suicides qui était directement en lien avec le travail, enfin qui pouvait être mis directement en lien avec le travail, et ça a suscité une demande de la part du ministre du Travail de l'époque, qui était Xavier Bertrand, à un collège d'experts. Il a suscité donc un rapport qui a été réalisé en 2011, ce rapport, par Michel Gola, qui est un sociologue, et qui a, pour réaliser ce rapport, demandé à un certain nombre d'experts d'apporter leur contribution, d'experts qui avaient en lien soit avec le travail, soit avec la santé. C'était par exemple des ergonomes, des médecins du travail, des philosophes, des économistes, mais aussi des médecins, des psychiatres, des psychologues. Donc il a recueilli toutes ces, toutes les avis de ces experts pour en faire un rapport, et ce rapport a permis de mieux cerner ce qu'était le risque psychosocial, et d'ailleurs il en a donné la définition et je vous la lis et vous verrez que c'est extrêmement vaste. Donc le risque psychosocial est défini comme le risque pour la santé mentale, physique et sociale engendré par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc là, vous voyez, cette définition reprend toute la variabilité de ce que je vous ai dit précédemment, et il a essayé, à partir de cette définition, d'identifier 6 grands facteurs de risque qui pouvaient être recherchés dans ces situations de travail dégradé, susceptibles d'avoir un impact sur la santé. Et il a donc mis individualisé 6 grands facteurs de risque en lien avec l'organisation du travail, et que je vais vous montrer. Donc, vous voyez, ces facteurs de risque, ça se situe donc au niveau de l'organisationnel et au niveau aussi du sociologique, hein, l'insécurité de l'emploi, et puis de l'individu, la charge émotionnelle, les conflits de valeurs, mais tout ça en lien bien sûr avec le travail. Alors, si on reprend ces différents facteurs de risque, les exigences du travail. Alors, ça correspond à quoi, les exigences du travail? Ça recouvre la quantité de travail, la pression temporelle, c'est-à-dire, a-t-on le temps de faire le travail? Dans quelles conditions on peut faire ce travail? Ensuite, la complexité du travail. Les consignes contradictoires, c'est quoi une consigne contradictoire? C'est avoir quelqu'un qui vous dit ben, je veux ça comme ça, et puis quelqu'un derrière qui vous dit autre chose en disant ben non, moi je veux ça, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, etc. Et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer en individuel. Et puis, les exigences de travail, c'est est-ce que ça va permettre de concilier la vie de travail et la vie hors travail, hein? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est un grand facteur de risque, l'exigence de travail, la charge de travail, qui doit être interrogée dans toutes les situations de RPS. Autre facteur qui a été individualisé, c'est l'autonomie. Alors, quand on parle d'autonomie, c'est quoi? C'est avoir des marges de manœuvre. Avoir des marges de manœuvre, pouvoir prévoir son travail, pouvoir anticiper la charge de travail et l'organiser en fonction de ses propres, de son propre ressenti de la charge, pouvoir développer des compétences, et puis avoir un travail qui n'est pas trop répétitif. En tout cas, si on a un travail répétitif, pouvoir l'alterner avec des tâches beaucoup plus euh, qui donnent plus de plaisir, en tout cas. Et l'objectif étant que l'individu puisse être actif sur sa tâche. Alors, vous me direz, oui, mais il y a des gens, l'autonomie, ça, il faut pas, enfin, ils ont besoin d'avoir un cadre pour fonctionner. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de règles, plus d'encadrement pour fonctionner. Mais là aussi, il faut pouvoir adapter en fonction de l'individu que l'on a en face de soi. Ensuite, la qualité des rapports sociaux. C'est quoi la qualité des rapports sociaux?
Eh bien, c'est qu'est-ce qu'on met là-dessous? C'est la justice organisationnelle et l'équité. C'est-à-dire que les gens puissent être évalués de la même façon, puissent avoir euh, les mêmes choix et qu'il n'y ait pas d'inégalité de traitement. Et c'est parce que ces inégalités de traitement, souvent, sont générateurs de violence. Ces inégalités sont génératrices de violence. Alors la violence qu'on peut retourner sur soi, que l'on retourne vers l'extérieur, vers l'autre, mais aussi qu'on peut retourner contre l'outil de travail. Et vous avez entendu parler de ces salariés qui, dans des fermetures d'usines, s'en prenaient à l'outil de travail. Et là, c'est une violence qui a à voir avec la violence de l'organisation du travail. C'est aussi autre point de ces qualités de rapport et que vous pouvez aussi ressentir, c'est la reconnaissance du travail. Ça, c'est quelque chose, c'est une notion qui est qu'on entend très souvent de la part des agents. On ne reconnaît pas mon travail, la hiérarchie ne reconnaît pas le véritable investissement. Mais il n'y a pas que la reconnaissance de la hiérarchie. Il y a aussi la reconnaissance des pairs, c'est-à-dire des collègues, les gens qui font le même métier. C'est oui, on me reconnaît dans le métier que je fais, je partage les mêmes valeurs de métier. Et ça, c'est aussi très important. Et puis aussi par les utilisateurs quand on a affaire à un travail de service. Ensuite, le collectif de travail. Le collectif de travail, c'est quelque chose qui est important, sur lequel je reviens parce que souvent on parle de collectif de travail, c'est une équipe, on forme une équipe, allez, on va faire du saut à l'élastique, on va euh, fédérer les gens pour qu'ils travaillent ensemble. Or, un vrai collectif de travail, c'est un collectif qui se construit sur et pour le travail. C'est-à-dire que on va former un collectif quand on partage des éléments de travail. On c'est le travail et le partage des ce que je vous disais au-dessus, c'est-à-dire des valeurs, du même métier que l'on va pouvoir, travailler ensemble et former un vrai collectif qui va pouvoir défendre les intérêts du métier, par exemple. Et puis, la coopération, donc qui dit collectif dit, une structure qui permet l'entraide, la coopération, le soutien. Quand, un individu va moins bien, et ben, le collègue va pouvoir transitoirement reprendre, essayer de de pallier à cette déficience passagère. Et ça, c'est le vrai collectif de travail. Et puis, dans les qualités des rapports sociaux, l'impact du management est important, hein, et ça, je pense que tout le monde en a conscience là. Et aussi la clarté du pilotage, savoir où on va. Et pourquoi c'est important de pouvoir savoir où on va? C'est que si on n'est pas informé, par exemple, des restructurations, des déménagements suffisamment en amont, on subit cet événement et subir un événement est pour la santé extrêmement plus délétère que de pouvoir se positionner en pour, en contre, en comment je vais faire pour y arriver, en tout cas en étant actif sur. Et ça, c'est à mon avis quelque chose qui est difficile à faire comprendre des instances, de pouvoir anticiper les restructurations. Les gens sont capables d'entendre que parce que souvent on nous dit ah bah oui mais on peut pas communiquer parce que on ne sait pas encore nous-mêmes où on va. On ne sait pas encore très bien où on va. Oui mais les gens peuvent entendre ça. Par contre, ce qu'ils ont beaucoup de difficultés à entendre, c'est que qu'on les mette devant un fait accompli auquel ils n'ont pas ils n'ont pas participé, ils n'en ont pas été informés et ça c'est extrêmement délétère. Alors, un autre facteur de risque qui est important dans la santé, qui intervient énormément, ce sont les conflits de valeurs. Les conflits de valeurs, qu'est-ce que c'est?
c'est, par exemple, ça touche à la question du sens dont je vous parlais tout à l'heure, de la qualité, du travail que l'on veut faire et des obstacles, pour arriver à cette qualité et aussi pouvoir travailler en respect des valeurs de métier. Et tout ce qui, va atteindre ces notions-là va être particulièrement mal perçu et mal vécu par l'agent. Ensuite, l'insécurité de l'emploi, je vous en parlais tout à l'heure. C'est vrai que la stabilité de l'emploi est un facteur de c'est une condition de travail plutôt agréable. Alors, il y a un certain nombre de fonctionnaires à l'INSERM, mais il y a aussi énormément de contractuels, de plus en plus de contractuels, avec des contrats extrêmement courts et qui pèsent sur les conditions de travail. Que va les chercheurs, par exemple, les postdocs qui sont là pour un temps et qu'est-ce qu'ils vont devenir. Enfin, il y a vraiment une impossibilité de se projeter dans l'avenir qui peut peser sur les conditions de travail. Alors, quand je mets la soutenabilité du travail, c'est pouvoir faire le même travail tout au long de sa carrière. Et on sait maintenant qu'un certain nombre de personnes n'auront pas cette possibilité et devront, en cours de carrière, changer. Ça aussi, c'est un facteur de risque. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les changements qui sont plus ou moins bien accompagnés. Et ça aussi, pour les raisons que je vous disais, que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire subir un changement n'est jamais très bon et est un risque pour la santé. Ensuite, il y a la charge émotionnelle qui est, bon, ça intervient dans les relations avec le public, mais pas seulement, c'est aussi les relations avec la souffrance et dans les métiers de la recherche, alors pas vous dans votre structure, mais il y a il y a des expériences sur les animaux et notamment lors du confinement et de la crise sanitaire, les zootechniciens ont été très impactés par ce qu'on leur demandait de faire, c'est-à-dire de sacrifier les animaux. Un zootechnicien peut sacrifier un animal quand ça a du sens. Et on revient là sur le sens, c'est-à-dire que c'est pour la science, c'est pour faire avancer la médecine. On a un objectif et on y est partie prenante, ça a du sens. Par contre, sacrifier des animaux parce que il faut que ça s'arrête, parce que c'est une directive, ça c'est et quand c'est pas accompagné, quand c'est pas repris dans un collectif, ça peut être extrêmement préjudiciable à la santé. Autre facteur qui fait partie de la charge émotionnelle, c'est la peur au travail. Alors, je vous en parlerai après, mais il est apparu que dans le document unique d'évaluation des risques psychosociaux à l'INSERM est apparue cette peur des salariés et cette peur qui était de faire de pas faire un bon travail, de faire un mauvais travail. Et il y avait une première peur donc qui était qui était qui, qui a été notée. Et la deuxième, c'est la peur du hiérarchique. Donc vous voyez que c'est quand même on pourrait penser que ça serait des notions qui ne pourraient pas être présentes à l'INSERM, par exemple. Eh bien, c'est quand même, c'est apparu et ça pose quand même des questions. Pour moi, ça pose quand même des questions. Et puis, il y a une autre item dans la charge émotionnelle, c'est devoir cacher ses émotions. Et ça aussi, c'est extrêmement difficile. Alors c'est surtout dans les métiers de service, mais pas seulement, hein, pas seulement. Je crois que ça a été aussi relevé parmi les risques existants à l'INSERM. Donc tous ces facteurs de risque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que certains, et en fait, c'est tout l'enjeu de l'organisation que de jouer avec ces différents facteurs pour majorer certains et en atténuer d'autres. Et on est justement dans les phénomènes de régulation.
C'est-à-dire que dans tout travail, il y a des contraintes et des ressources. Les contraintes, c'est inhérent à tout travail. Bon, par exemple, la charge de travail, les exigences du travail, elle est là, la charge de travail, elle est à faire dans des conditions parfois, dans des temps serrés. Donc, il faut faire face. C'est une contrainte. La charge émotionnelle, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être une contrainte supplémentaire. L'insécurité de l'emploi également. Les conflits de valeurs également. Mais si de l'autre côté, on met l'accent sur les ressources, c'est-à-dire que si on a des exigences de travail importantes, mais que d'un autre côté, on peut avoir une certaine autonomie dans son travail pour l'organiser comme on veut, la charge pèse moins. Quand on a aussi un collectif qui fonctionne, eh bien, l'entraide fonctionne. Et donc, il y a la charge de travail est contrebalancée par le collectif de travail, par une reconnaissance du travail aussi, par les pairs. Donc, vous voyez que tout l'enjeu de l'organisation du travail, ça va être de essayer d'agir sur ces facteurs de risque qui peuvent être des facteurs facilitant le travail et, et atténuer ceux qui seraient susceptibles de l'aggraver. Alors, maintenant, bon, voilà, j'espère que je vous ai un peu cerné les risques psychosociaux et que c'est plus clair dans votre esprit. Maintenant, quelles sont les conséquences d'une situation de risque psychosocial, d'abord sur le travail et ensuite on verra sur la santé. Alors, sur le travail, pour l'organisation du travail déjà. D'abord, quand les gens ne sont pas bien au travail, eh bien, il y a des risques d'absentéisme et d'arrêt de travail. Il y a aussi des risques d'accident de travail. Il y a aussi dans le retentissement sur la qualité du travail, donc il peut y avoir une dégradation de l'image de la structure. Il peut aussi y avoir une augmentation du turnover, les gens ne restent pas et donc il va y avoir des difficultés aussi de remplacement. Les turnovers vont alourdir la charge des gens qui restent parce qu'il faut former les nouveaux arrivants. Enfin, vous voyez, la dégradation, c'est un cercle vicieux, c'est que quand ça démarre, ensuite, c'est un engrenage qui ne fait qu'aggraver la situation. Et au final, quand je vous disais qu'il y a le risque, c'est la baisse de la qualité du travail et du service rendu. Hein, et au fur et à mesure, les gens vont se démotiver et ça va ne faire qu'aggraver la situation. Donc ça, c'est sur l'organisation. Et puis sur le collectif de travail, eh ben, il y a une désorganisation du travail. Hein, toute situation de RPS entraîne une désorganisation du travail qui va dégrader l'ambiance de travail, vont émerger des conflits. Souvent, c'est ce qui interpelle dans des situations de risque psychosocial, c'est des conflits entre deux personnes, ou bien des fonctionnements en clan. Il y a des clans qui s'opposent. Il y a aussi peut survenir de la violence quand il n'y a pas de possibilité d'exprimer ce que l'on ressent et les difficultés que l'on rencontre. Eh ben, on l'exprime par de l'agressivité, de la violence contre les objets, contre soi, contre l'autre. Quand il y a une désorganisation du collectif, eh bien, il y a un recul de l'entraide, hein, il y a un individualisme, les gens se replient avec un climat de suspicion qui peut se développer. Et donc, il y a une dégradation des collectifs de travail. Et s'il y a une dégradation des collectifs de travail et un individualisme, il y a forcément un retentissement sur la santé parce qu'il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'entraide. Et puis, face à ça, l'organisation va se rigidifier parce qu'elle s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, donc elle va édicter des règles encore plus directives et ça ne va faire qu'aggraver les choses et aggraver la démotivation des personnes, la perte de confiance dans la structure, dans la hiérarchie, dans les collègues. Et c'est un cercle vicieux qui, si on n'arrête pas le processus, ne va que s'amplifier. Alors, les conséquences maintenant sur la santé. Les tensions dans le travail, c'est quoi? Ben, ce sont des conflits, c'est des dysfonctionnements, c'est des difficultés de communiquer, c'est de la démotivation. Ça, c'est ce qui va se produire, ce qu'on peut voir dans une structure. Ça va se traduire, ça va avoir une première répercussion sur la santé sous forme
selon ce que je vous ai dit, hein, une irritabilité, une agressivité, les gens qui vont être fatigués, puis vont apparaître des troubles du sommeil, vont apparaître des troubles musculo-squelettiques, hein, dont on peut penser qu'ils pourraient être liés uniquement au phénomène mécanique, mais non, par des systèmes de stress, et peut-être qu'on vous en parlera, mais il y a un impact sur les troubles musculo-squelettiques. Le stress a un impact sur les troubles musculo-squelettiques, et donc ça va se révéler sous forme de plaintes. Les gens vont se plaindre de troubles musculo-squelettiques, vont se plaindre de troubles du sommeil, vont se plaindre, vont pas aller bien, de fatigue, etc., de, de, de démotivation. Et puis, un cran de plus, ça va être les arrêts de travail. Et puis, un cran de plus, il peut y avoir des accidents de travail, qui sont des indicateurs à rechercher dans des situations de travail dégradées. Autre, un cran au-dessus, quand les choses vont se rigidifier encore plus, pour tenir, les gens peuvent avoir, certaines personnes peuvent avoir recours aux addictions, que ce soit le tabac qui augmente, la consommation de tabac qui augmente, parce qu'il y a du stress, l'alcool pour compenser, pour tenir, la drogue aussi. Et puis, quand on va dépasser, que même l'addiction ne va pas suffire, si j'ose dire, pour tenir, eh ben, vont apparaître des maladies qui vont être, comme je vous le disais tout à l'heure, les troubles ne sont pas spécifiques. Il y a certaines personnes vont vont se vont craquer selon leur zone de fragilité. Ça va être dans le somatique avec des eczémas, de l'hypertension, des phénomènes, des infarctus du myocarde, enfin des troubles vasculaires, ou bien vont casser dans le psychique et vont faire des dépressions, vont faire des bouffées délirantes, des excès, de troubles du comportement, des tentatives de suicide. Donc on voit bien là l'enchaînement et les répercussions des conditions de travail sur la santé, mais ce que l'on voit, ce que peut voir un médecin extérieur de la maladie, c'est pas forcément, il va pas forcément faire le lien avec le travail. Et ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. Alors, les conséquences, quand quelqu'un ne va pas bien au travail, qu'est-ce qui doit alerter? Ben, quelqu'un qui haltait jusque-là très bien et pour qui apparaissent, enfin, chez qui on voit apparaître des difficultés dans le travail. Alors, c'est quoi ces difficultés? Bah, par exemple, c'est des difficultés à mémoriser, des troubles de la concentration, et puis quelqu'un qui était très investi dans son travail, puis qui commence à désinvestir, qui laisse un peu courir, qui fait des erreurs, qui perd pied dans son travail et qui est mis en échec. Ça, c'est ce qui peut se voir dans le travail. Dans les relations de travail, c'est aussi quelqu'un qui était communiquait normalement, puis qui tout d'un coup se met à se replier, à s'isoler, à être triste ou au contraire être très agressif. Et puis peuvent aussi, et c'est ce que je vous disais, être un indicateur de risque psychosocial, avoir des problèmes de santé qui nécessitent des arrêts de travail, donc des problèmes de santé physique, psychique, ou bien, encore une fois, des troubles du comportement, comme je vous le disais. Donc, devant un agent en difficulté, là, il faut, je pense, quand vous, collègues, percevez ces difficultés chez un collègue, essayez de activer les acteurs de la prévention. Alors, à l'INSERM, vous avez un petit dépliant qui se trouve sur le site intranet de l'INSERM et qui sont les acteurs de la prévention pour un mieux-être au travail. Alors, c'est d'un euphémisme, mais attendez, alors voilà. Et là, il y a des acteurs locaux. Donc, les premiers acteurs locaux, c'est le collègue au niveau de la structure, mais c'est aussi le hiérarchique, c'est aussi l'assistant de prévention dans vos structures, et puis ça peut être aussi les représentants du personnel. Au niveau régional, euh, c'est le conseiller de prévention, c'est le médecin du travail, hein, puisque vous pouvez toujours demander un avis, même un collègue peut parler au médecin du travail en disant j'ai un collègue qui va pas, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas, c'est pas, c'est essayer de l'aider, hein, c'est pas lui planter un couteau dans le dos, c'est essayer de l'aider. Et nous, on essaiera de le convoquer et puis de discuter un peu avec lui de ses conditions.
mais de façon très informelle, en visite systématique, par exemple. Au niveau régional, il y a le délégué régional aussi qui peut être interpellé dans ces situations de risques psychosociaux. Il y a bien sûr la responsable des ressources humaines. Il y a le service social quand certaines personnes ont en plus des problèmes sociaux, des problèmes de logement, des problèmes pour boucler les fins de mois. Et puis, là aussi, il y a les représentants du CSHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui est là aussi pour traiter des conditions de travail. Donc, vous voyez que faut pas rester seul, ça c'est une première chose. Quand il y a quelqu'un en difficulté, il faut essayer de pouvoir l'aider. Et puis, il faut être attentif aussi au dysfonctionnement du collectif. Parce que quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, comme je vous l'ai dit, le collectif, dans un premier temps, va prendre la relève, il va compenser, il va faire le travail. Mais ça n'a qu'un temps parce qu'à un moment, le collectif, les collègues vont avoir leur travail, plus le travail du collègue qui ne va pas bien, et ça ne va pas pouvoir se poursuivre très, très longtemps. Donc, et le risque, c'est que ça fasse dysfonctionner le collectif. Et là, c'est aussi un facteur de risque supplémentaire. Donc, dans ces conditions, il faut alerter, il faut demander de l'aide et pouvoir être accompagné dans une démarche. Alors, la démarche, justement, là, je vous ai situé les risques psychosociaux, les conséquences sur le travail et la santé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Parce que, au fond, il y a des remèdes hein, à cette situation de risques psychosociaux. Donc, d'abord, il faut repérer et agir sur ces facteurs de risque. Alors, le repérage, quand on cherche ces différents facteurs de risque dont je vous ai parlé, dans une situation de risque psychosocial, on les trouve. À chaque fois, on les trouve. Alors, ils n'y sont pas tous, hein, encore une fois, mais ils y sont. Et donc, on peut cerner ces différents facteurs de risque et essayer de comprendre comment on pourrait, je vous rappelle la régulation, pouvoir appuyer sur les facteurs ressources et pour alléger ces contraintes. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, dans toute structure, c'est réglementaire, vous avez normalement un document unique d'évaluation des risques. Et puis, à l'INSERM, vous avez depuis, mais c'est réglementaire également, le document unique d'évaluation des risques psychosociaux, DUERPS, et vous avez sans doute tous reçu, que vous soyez INSERM ou autre dans une structure, un questionnaire à remplir qui reprend sous différentes formes, mais qui reprend ces différents facteurs de risque que je vous ai exposés et qui vous demande donc de répondre à ces différentes questions. C'est assez rapide et c'est ensuite analysé sous format informatique et on vous remet, on remet à la structure le résultat et il convient ensuite de proposer, en fonction de ces résultats, des actions dans le cadre d'un plan d'action à mettre en œuvre. Et ensuite, donc, il va falloir évaluer ce plan d'action. Donc, les risques psychosociaux, ce n'est jamais inéluctable. Hein. On peut y remédier en travaillant sur les facteurs qui compensent les facteurs de risque importants. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond un peu le DURPS. Alors, attends, Ça je vous ne reste que quelques minutes, je me permets non, de mais faire la... j'ai fini là, j'ai fini. Parfait, très bien. Donc, je veux juste vous montrer ça. Ça, c'est sous cette forme-là. Et ensuite, donc les priorités 1, ce sont les priorités à développer et les priorités sur lesquelles il faut se concentrer pour travailler. Il y a un autre outil sont les cellules de veille sociale, qui est un outil institutionnel qui regroupe le délégué régional, le responsable des ressources humaines, le médecin du travail et l'assistance du service social, et qui est chargé donc euh, de, de, de prendre en compte en fait souvent la cellule de veille sociale d'accompagnement, c'est
à l'origine, c'est un conflit entre deux personnes. Souvent, c'est comme ça que ça revient. C'est un conflit très aigu entre deux personnes. Et à la suite de ça, on va demander à la cellule de veille sociale d'analyser la situation et on va donc reprendre les différents facteurs de risque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le but de la cellule de veille sociale, c'est aussi d'accompagner les personnes en difficulté d'une part, et de repérer les sources de dysfonctionnement d'autre part. Et puis, on peut aussi, il y a une autre cellule de veille sociale de prévention qui est tournée vers la réflexion sur un thème identifié porteur de RPS pour pouvoir mettre en place des actions en amont, en prévention primaire, donc avant que n'apparaissent des troubles. Voilà, et ça, ce sont les différentes instances de prévention des risques psychosociaux. Donc en local, c'est le document unique dont je vous ai parlé. En régional, c'est la CVS et les cellules et les CHSCT. Et puis au national, c'est une structure qui globalisante, la CPRPS, la Comité de prévention des risques psychosociaux, qui est chargée donc de mettre en place cette politique de prévention. Voilà, j'en ai terminé en passant très vite pour la dernière diapo.